Le contrôle de l'exécution du contrat est un des facteurs clés du succès d'un PPP. Il ne s'agit pas seulement de préserver les prérogatives de l'administration. La garantie d'une bonne exécution et d'un bon suivi d'un contrat implique un interlocuteur compétent au sein de l'administration. Les modalités de ce contrôle sont prévues à l'article 88 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et aux articles 165 et 166 du décret du 23 mars 2016. En premier lieu, le partenaire privé doit remettre chaque année un rapport à l'acheteur permettant la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend un ensemble de données économiques et comptables qui sont notamment les suivantes. Le compte annuel de résultats de l'exploitation, un état des dépenses de renouvellement réalisées dans l'année, le suivi de différents indicateurs correspondant aux objectifs de performance, à la part d'exécution du marché confiée à des PME ou à des artisans, et enfin, les pénalités demandées et celles acquittées par le titulaire. Par ailleurs, l'acheteur doit assurer un contrôle de la réalisation des missions à chacune des phases de réalisation des missions prévues par le contrat. En phase de construction, ce contrôle porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit. À ce titre, le contrat peut prévoir la transmission de rapports et documents tels que le plan d'organisation du chantier avant la réalisation des travaux, les rapports périodiques d'avancement des travaux, les comptes rendus des revues de chantier, un tableau de suivi relatif aux causes légitimes de retard ou le tableau de suivi du modèle financier. Le contrat doit également donner le droit à l'acheteur d'accéder au chantier et aux locaux du partenaire privé aux fins d'inspection et de vérification. La mise en œuvre de ce droit de contrôle peut aboutir à la formulation d'observations de la part de l'acheteur que le partenaire privé doit prendre en compte. En phase d'exploitation des ouvrages, le contrôle porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de services offertes par le partenaire privé. L'acheteur doit également pouvoir accéder à tout moment aux ouvrages et aux locaux du partenaire privé. En fin de contrat, le contrôle porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, sur la qualité de l'exécution des prestations de services prévues dans le contrat, sur le respect des objectifs de performance, ainsi que sur l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale. Dans ce cadre, il est en général prévu que les parties se rencontrent 2 ans avant la fin normale du contrat pour procéder à un audit des ouvrages et équipements. Cet audit peut être réalisé par un expert indépendant. Les résultats de l'expertise peuvent conduire les parties à adopter un plan ajusté d'entretien-maintenance et de GER, définissant les actions que le partenaire privé doit entreprendre dans les dernières années afin de se conformer à ses obligations de performance et de remise en état de l'ouvrage. Il est essentiel que l'acheteur impose au partenaire privé de constituer des garanties pour assurer la bonne exécution de ses obligations. Sur la forme, il est préférable que les garanties émises par le partenaire privé soient des garanties autonomes à première demande, plutôt que des cautionnements qui sont plus difficiles à mettre en œuvre dans la mesure où le garant peut en contester l'appel. Ce type de garantie permet en effet de rendre liquides les sommes dues par le partenaire privé à l'acheteur en cas de manquement contractuel. Ces garanties à première demande peuvent être bancaires ou émises par la maison mère de la société dédiée ou de l'un de ses actionnaires. Au sein d'un PPP, les garanties suivantes sont usuellement exigées. Tout d'abord, on trouve la garantie de bonne exécution des travaux. Elle vise à couvrir la bonne exécution de l'ensemble des obligations relatives à la conception, la construction, la mise à disposition et le parfait achèvement. Son montant est souvent proportionnel au montant des travaux, 10% par exemple. Elle sert à payer les pénalités et indemnités dues au titre de la mauvaise exécution des obligations couvertes. Elle peut également être appelée en cas de résiliation pour faute pour payer l'indemnité à devoir à l'acheteur. Ensuite, il y a usuellement la garantie de bonne exécution des prestations d'entretien, de maintenance et de GER. Elle vise à couvrir la bonne exécution de l'ensemble de ses obligations. Son montant est souvent proportionnel au montant des redevances couvrant les prestations. Elle sert à payer les pénalités et indemnités dues au titre de la mauvaise exécution des obligations couvertes. Elle peut également être appelée en cas de résiliation pour faute pour payer l'indemnité à devoir à l'acheteur. On trouve également la garantie sur le compte de GER s'il existe.
Comme expliqué ci-avant, la redevance versée au titre du GER est forfaitaire et décorrélée des actions de GER entreprise et donc des dépenses y afférentes. Dès lors, un reliquat peut subsister sur un compte dédié au GER. Dans ce cas, il est fréquent que l'acheteur exige que le partenaire privé émette chaque année une garantie couvrant un montant égal aux sommes restantes sur le compte GER à la fin de l'année écoulée, de façon à s'assurer que les sommes ainsi provisionnées ne serviront pas à financer autre chose que le GER. Enfin, il y a la garantie relative à la fin du contrat. Cette garantie est émise lors de l'élaboration du plan ajusté d'entretien, maintenance et de GER avant la fin du contrat. Elle couvre le coût estimatif des actions à entreprendre et garantit la bonne mise en œuvre de ces obligations au titre du nouveau plan. Elle remplace la garantie du compte GER à la fin du contrat. D'un point de vue pratique, il peut être accepté que ces garanties soient émises par les sous-contractants concernés, c'est-à-dire le constructeur ou le mainteneur. Il est courant de dire qu'en l'absence de sanctions, il n'y a pas d'obligation. Dès lors, le contrat doit prévoir un dispositif complet de sanctions à mettre en œuvre en cas de mauvaise exécution par le partenaire privé de ses obligations au titre du marché. On trouve tout d'abord les pénalités. Ce sont des sanctions pécuniaires infligées en cas de manquement contractuel. Les pénalités ont un caractère forfaitaire. Dès lors, l'acheteur n'a pas à démontrer l'existence de son préjudice pour pouvoir appliquer une pénalité. C'est là que réside tout l'intérêt de ce mécanisme, car il peut parfois être difficile de démontrer l'existence d'un préjudice et de le chiffrer. Par exemple, quel préjudice en cas de retard dans la transmission d'un rapport d'information ? En contrepartie, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un préjudice supérieur au montant de la pénalité pour obtenir une réparation complémentaire. Par ailleurs, une pénalité ne peut être appliquée que si elle a été prévue par le contrat. Dès lors, il est important de veiller à ce que le contrat prévoie bien une pénalité pour toute méconnaissance par le partenaire privé de ses obligations contractuelles. À cette fin, il est possible de stipuler une pénalité balai applicable là où aucune pénalité spécifique n'est prévue. Dans un souci de bancabilité du projet, les pénalités prévues au contrat doivent être plafonnées. Plafonnement des pénalités en cas de retard dans la mise à disposition des ouvrages, des pénalités en cas de mauvaise exécution des obligations de performance, etc. Ces pénalités sont payées par le partenaire privé. À défaut, les garanties émises dans le cadre du contrat peuvent être appelées par l'acheteur. Enfin, en période d'exploitation, elles peuvent être payées par compensation sur les redevances versées aux partenaires privés. Cette compensation doit évidemment se concilier avec la mise en place de la cession de créances acceptée, qui suppose qu'une partie des paiements de la personne publique est sanctuarisée et mise à l'abri des pénalités. La mise en régie est une autre mesure coercitive. Elle consiste pour l'acheteur à dessaisir le partenaire privé en cas de défaillance grave, et ce, jusqu'à ce qu'il démontre qu'il est capable de reprendre l'exécution du contrat. L'acheteur exécute alors lui-même ou fait exécuter par un tiers les prestations prévues au contrat pour en assurer la continuité. Cette mise en régie se fait aux frais du cocontractant défaillant. La mise en régie est en général limitée dans le temps et peut déboucher, en cas d'incapacité du partenaire privé à redresser la barre, sur une résiliation pour faute du contrat. Enfin, l'administration peut toujours, à titre de sanction, prononcer la résiliation unilatérale du contrat, même en dehors de toute stipulation. Il s'agit de la mesure coercitive la plus grave. Elle est prononcée au tort en cas de faute qualifiée, grave ou lourde, du cocontractant. Le contrat prévoit en général une liste de fautes non exhaustives pouvant justifier la résiliation pour fautes telles que le retard de plus de X mois, l'atteinte des plafonds de pénalité, le non-respect des règles relatives à la stabilité de l'actionnariat ou la non-mise en place des garanties. La résiliation doit être précédée par une mise en demeure du partenaire privé et doit être motivée. Le juge administratif contrôle la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise. Le partenaire privé conserve son droit à percevoir une indemnité. En effet, dans le cas de la résiliation d'un marché de partenariat, l'acheteur devient immédiatement propriétaire de l'ouvrage alors qu'il n'a pas fini de le payer via le versement de la redevance. S'il pouvait le faire gratuitement, il y aurait alors enrichissement sans cause, ce qui, justement, ouvrirait droit à réparation de la part du partenaire privé. La jurisprudence a donc toujours reconnu, dans le cas des contrats supposant un investissement de la part du partenaire privé, le droit pour celui-ci de se voir rembourser de la valeur non amortie de l'ouvrage.
En revanche, ce dernier peut être tenu de payer une indemnité à l'acheteur pour l'indemniser des préjudices que ce dernier subit en raison de la résiliation du contrat. Cette indemnité peut notamment couvrir le surcoût résultant de la passation d'un marché de substitution en vue de l'achèvement des travaux. Dans le cadre d'un financement de projet, les spécificités suivantes doivent être prises en compte lors de l'élaboration de cette clause. L'indemnisation des préjudices de l'acheteur résultant de la résiliation doit être plafonnée ou forfaitisée afin d'être correctement appréhendée par les prêteurs. Les prêteurs peuvent ne pas être complètement désintéressés par l'indemnité versée par l'acheteur, parce que l'indemnisation réclamée par ce dernier peut être payée par compensation sur les sommes dues aux partenaires privés. Dans ce cas, le remboursement des sommes restant dues au prêteur devrait être assuré par le sous-contractant concerné par la résiliation pour faute. À noter que l'indemnisation versée par le sous-contractant se fait dans la limite de son plafond global de responsabilité. Il est donc essentiel que ce dernier soit correctement dimensionné pour assurer aux prêteurs qu'ils seront bien maintenus indemnes en cas de déchéance.